Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Au programme cette semaine, comme toujours, vous avez l'habitude maintenant, le calendrier, un point sur le S&P, on va aller voir les publications importantes de la semaine, des volumes inhabituels que Paul a détectés pour nous, et puis un cas d'école de Paul extrêmement intéressant, un cas qui a été testé plus de 100 fois et qui a obtenu en backtest 97% de réussite. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options pour avoir toutes les informations. Et là, particulièrement à venir, eh bien, un webinaire gratuit qui va être proposé bientôt. Et puis aussi un événement auquel vous pourrez vous inscrire. Et au cours de cet événement, eh bien, vous aurez la possibilité de gagner notre formation à l'analyse graphique. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne, à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options. Pour le calendrier de cette semaine, eh bien, si on arrive à avoir des statistiques, on attend vendredi l'indice des prix à la consommation core et puis les PMI dans les services et manufacturiers, toujours ce shutdown qui bloque les publications. Donc est-ce que ça va se décanter cette semaine? On va le voir. C'est plutôt côté micro de toute façon que ça s'oriente pour l'instant et que les opérateurs sont vigilants. On aura mardi Netflix, GE Aerospace et Coca-Cola. Je vous ai indiqué en couleur les ratios put-call. Plus le ratio est rouge, plus les opérateurs sont optimistes, voire complaisants. Plus le ratio est vert, plus il est foncé, plus c'est vert foncé, plus les opérateurs sont prudents. Quand on est jaune, c'est qu'on commence à être correctement équilibré, donc c'est le cas pour Netflix. Quand on est à l'orange, eh bien c'est qu'on est un peu moins prudent. Voilà, plus la couleur tend vers le vert, plus c'est prudent, plus la couleur tend vers le rouge, plus c'est optimiste et donc plus c'est dangereux a priori pour le titre. Donc Netflix, eh bien le ratio put-call, je vous les donne au fur et à mesure, il est de 0,80, donc c'est relativement équilibré, un petit peu optimiste, mais on n'a pas d'extrême du tout. GE Aerospace qui va publier ses 0,399, 0,40, donc on commence à être assez optimiste, attention. Coca-Cola à 0,44, c'est moins significatif, il n'y a pas beaucoup d'options sur Coca-Cola. Mercredi, ce sera Tesla et IBM, on est toujours dans le même type de ratio, Tesla 0,54, IBM 0,56, on n'a pas vraiment d'extrême. Il y a T-Mobile qui va publier jeudi, et là en revanche, le ratio est très très prudent sur T-Mobile, 1,56, avec une petite position ouverte, donc prudence, il n'y a pas beaucoup d'options ouvertes sur T-Mobile, mais voilà, vous avez en tout cas un ratio assez prudent sur la valeur T-Mobile. Le cas le plus optimiste, le plus complaisant cette semaine, c'est Intel. Intel, on a un ratio put-call qui est à 0,34, donc on est carrément optimiste. On va aller jeter un œil sur le graphique du titre d'ailleurs. Et puis Procter & Gamble, 0,76, on est légèrement optimiste, il n'y a rien d'extrême à ce stade-là. Donc les graphiques qu'on va aller voir ensemble, nous, pour cette semaine, ce sera Nvidia, notre benchmark, Netflix, Tesla et Intel, pour avoir des cas un peu extrêmes. On rappelle aussi que c'est une nouvelle échéance qui commence, c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre qu'on entame cette semaine. Celle du mois d'octobre, c'est terminé. Donc avec globalement une baisse d'intérêt. On va aller voir ça en détail avec notre graphique tout de suite. Vous avez ici le graphique du S&P. Je vous l'ai mis en mensuel exceptionnellement parce que je trouve que la représentation est très intéressante. On a un S&P qui évolue au sein d'un canal haussier de très long terme, 2019 testé 2020. Et à chaque fois que j'ai mis une auréole, une ellipse, eh bien c'est qu'on a vraiment testé parfaitement les points ici, là et là. Ici aussi, ici encore une fois, le point bas du mois d'avril dernier. Et regardez, on avait eu un échec à aller chercher la borne haute du canal avant le plongeon du mois de février. C'était vraiment un signal déjà. Et puis là, on est autour de cette borne haute du canal haussier de long terme. Alors, est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir ou pas? Pour l'instant, ça oscille autour et on voit cette grande bougie d'indécision. Le mois d'octobre n'est pas terminé, mais on voit ce grand doji ici d'indécision sur le S&P pour le mois d'octobre. Je repositionne le canal parce que vous allez voir, on le retrouve vraiment au centre des articulations de la semaine. Je zoome en hebdomadaire et on va aller faire un point sur l'état des positions ouvertes. Alors, on a donc on est toujours à l'intérieur de notre range qu'on avait resserré 6550 en bas, 6740 en haut. On a réduit un peu la taille des ranges précédents. Le risque et notre niveau d'alerte a bien été préservé la semaine dernière. On s'est même arrêté un petit peu au-delà. On n'est pas allé chercher la borne haute non plus, ça se compresse un peu.
On est au cœur d'une saison de publication. Je rappelle qu'on avait eu un avalement baissier la semaine du 6 octobre, qui s'est pour l'instant traduit par un arrêt dans la tendance et pas un retournement de tendance. On n'a pas de figure de retournement à ce stade. C'est comme on le disait, on pressentait des choses peut-être qui se mettaient en place, mais rien n'est confirmé. Donc c'est la sortie de cette zone qui nous en dira plus. Si on rompt 6550, 6532 en extension, eh bien la cible c'est 6360, 6389. Si on réussit à déborder 6664, on va vers le haut du range. Et si on déborde 6740, la cible idéale, c'est 6929. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'échéance du mois d'octobre, on a globalement été flat sur le S&P. On n'a pas eu de changement, hein. Le cours de clôture de l'échéance d'octobre était 6664. Donc on clôture sans changement. Donc c'est quasi stable. La position ouverte, si on commence après l'échéance, c'est moins 2,20%. Si on prend ce qui a été abandonné à l'échéance, eh bien, il y a 24% de baisse de la position ouverte. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé du tout, il n'y a eu aucune prise d'initiative. Alors pourquoi il y a une telle baisse de position ouverte? C'est parce qu'on clôturait en septembre une échéance trimestrielle, donc les intérêts sont plus importants, il y a beaucoup d'arbitrages qui sont reconduits ou non, donc il y a quasiment un quart de la position ouverte qui n'a pas été reconduite. Et depuis, personne n'a pris d'initiative. Donc vous voyez, depuis 2 semaines, eh bien, on est dans cette zone de prix et personne ne prend d'initiative sérieuse. Donc pour l'instant, difficile de déterminer un sens plus qu'un autre. Ratio put-call, on est à 0,914. On était beaucoup plus complaisant avant 0,80 puis 0,75. Donc le ratio put-call remonte un peu, comme on a eu quand même des petits pics de volatilité. Mais là, la volatilité se détend énormément. On est en train d'invalider manifestement le stress de la semaine dernière et surtout on a été chercher les cibles sur la volatilité. Voilà les enjeux graphiques et techniques pour la semaine. Si on zoome en journalier, on peut aller voir d'un peu plus près. On n'a pas beaucoup d'éléments complémentaires. Voilà. Les prix se compressent un petit peu, on est toujours dans cette zone de prix. Pour moi, l'enjeu, c'est 6550, 6699 au plus court, donc on peut resserrer un peu la borne haute, mais il faudra vraiment déborder 6740 pour recréer du momentum. On a peut-être en formation une compression ici. Encore une fois, je n'ai que 2 traits de chaque côté pour l'instant qui sont bien affirmés, donc on n'a pas grand-chose, mais à surveiller peut-être cette compression sur le S&P. Encore une fois, c'est la sortie de ces zones, donc au plus court 6600, 6664, on a clôturé en dessous. On voit toujours de la résilience, hein, même si on s'inquiétait d'une structure de retournement possible en épaule, tête et pourquoi pas épaule. On voit que on est un peu en train de l'invalider, le consensus redevient prudent et on n'a pas rompu les niveaux d'alerte malgré les éléments qui auraient pu les déclencher la semaine dernière. Donc pour l'instant, ça reste quand même assez solide. On est en train de compresser dans cette zone. Voilà pour le S&P. On va aller jeter un œil tout de suite sur Nvidia, notre benchmark. Elle nous aide un peu à comprendre l'état d'esprit des opérateurs. En mensuel, il n'y a rien de nouveau. On est toujours dans le range 152,90, 219,20 à mon sens. Autour de la médiane 183,16, c'est assez logique. Nvidia ne va pas publier tout de suite, hein, ce sera fin novembre d'ici un mois, donc on a encore du temps. Maintenant, il y a eu quelques signes de fragilité sur Nvidia, mais qui sont assez vite compensés. Quand on zoome en hebdomadaire, voilà la photographie, 183,16 en bas, 200,70 en haut avec un intermédiaire à 195,40. Pour moi, c'est la sortie du range 164,90, 183,16 qui nous permet d'établir ce range à un cran plus haut. Si on arrive à déborder ce 210, 270, eh bien on retrouve nos 219,20. Donc tout ça est très propre, hein. Si on duplique les petits ranges ici, on retrouve la taille de ce grand range-là et les cibles quasi équivalentes. On va peut-être un tout petit peu plus haut sur cette extension avec une extension à 219,60 ou 219,20. C'est vraiment l'épaisseur du trait, mais voilà. Donc l'enjeu, c'est de préserver 183,16. Le risque, c'est en dessous d'aller chercher le bas du range à 162,90. Je rappelle que le premier niveau d'alerte, c'est 152,90. On en est loin pour l'instant, pas de figure de retournement. On peut même avoir un petit schéma intéressant qui s'est produit la semaine dernière que je voulais vous montrer. C'est du passé, mais ça peut donner des éléments pour la suite. On avait une petite vague de Wolf qui s'est mise en place sur Nvidia, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse. On s'est bien arrêté entre la 1 et la 2. Et donc ça nous a permis de confirmer la possibilité d'une vague de Wolf. Et on est allé chercher l'oblique formé par les points 1 et 3 ici en 5. On ne l'a pas tout à fait débordé, mais regardez l'échec et le retour. Et on est allé chercher parfaitement, mais vraiment au point près, l'oblique formé par les points 1 et 4. Après, on s'est articulé autour, mais pour l'instant, voilà, la cible manifestement a été atteinte. Et pour l'instant, on préserve cette oblique baissière. Donc cette zone 183,16 et cette oblique sont le niveau d'alerte pour Nvidia. Tant qu'on est au-dessus, il y a plutôt des chances de poursuivre à la hausse manifestement avec les extensions que vous voyez, 190,40,
195,40 et puis 270 comme on l'a évoqué, puis les plus grosses extensions, si c'était le cas. En tout cas, voilà, pour l'instant, ça reste plutôt assez canalisé et très propre graphiquement, donc il y a besoin d'une petite purge pour Nvidia, elle s'est faite dans un tout petit mouvement, et encore une fois, on s'articule autour de cette zone, c'est plutôt stable pour l'instant. Après Nvidia, on a Netflix qui va publier cette semaine, je vous le disais, Netflix. Si on dézoome pour la photographie, il n'y a pas énormément d'éléments à en attendre à mon avis, ni le ratio put-call, ni la configuration graphique ne donnent beaucoup d'éléments sur Netflix. Un titre qui a fait des points hauts jusqu'en juin dernier, qui a fait un sommet, un sommet un avancée bloquée, sommet en pince, pardon, voilà, j'ai cherché le mot, sommet en pince, c'est-à-dire qu'on a ouvert et clôturé les bougies au même niveau quasiment, celle du mois de juin et celle du mois de juillet, depuis une pause, une latéralisation au plus large entre 1132 et 1341. Si on zoome un peu en hebdomadaire, j'ai conservé l'ancien canal haussier qu'on avait détecté, parce qu'on s'articule toujours un peu autour, donc même si on l'a débordé, regardez, borne haute débordée, mais on l'a réintégré, on a buté sur la borne haute, et regardez, on est allé s'arrêter dans la baisse, pile sur la borne basse. Donc même s'il y a des débordements réguliers de ce canal, ça semble être le niveau où les prix s'articulent pour Netflix. Donc on est au plus large, comme vous le disiez, borné entre 1132 et 1341. Ce qui nous intéresse, parce que c'est le cas depuis maintenant la fin du mois de juillet, on est bloqué entre 1153 et 1248. On est au-delà de la médiane et du support majeur à 1195,50, donc dans ce petit range. L'enjeu, c'est si on déborde la borne haute du range, d'aller chercher, pourquoi pas, l'extension à 1341. On retrouve la borne haute de notre grand range aussi. Et puis si on rompt ce niveau de 1153 et puis le support majeur à 1132 qui est juste en dessous, bien la cible c'est 1059. Encore une fois, le ratio put-call milite plutôt pour un mouvement assez canalisé, puisque sur Netflix, on a 0,80 de ratio put-call. Je rappelle qu'entre 0,80 et 1,20, on est équilibré. À 0,80, on devient optimiste, mais on n'a pas des ratios extrêmes. Donc voilà les enjeux pour Netflix. Je voulais vous montrer aussi Tesla qui va publier cette semaine. Le ratio put-call de Tesla, c'est 0,54. Donc il y a un peu d'optimisme, mais on n'est pas, encore une fois, dans des extrêmes. Alors plusieurs éléments tracés sur Tesla. Vous vous souvenez qu'on était au sein d'un triangle. Alors j'ai déjà tracé le niveau d'après. Je l'ai supprimé pour l'instant pour qu'on y voit plus clair, pour cadrer les choses. On était dans un triangle symétrique, on avait débordé ce triangle par le haut, la cible légitime, elle était légèrement sous les 441, on a atteint cette cible, pas mal de volatilité depuis, on est bloqué à mon sens entre 419 et 441, on est en train peut-être en préouverture de déborder 441, on avait eu un avalement baissier la semaine du 29 septembre qui s'est traduit par une petite consolidation derrière. Pour l'instant, on latéralise, il n'y a pas d'accélération. Si on zoome alors je vais réafficher les traits précédents. On va zoomer en journalier pour le faire. Si on zoome en journalier, voilà, la cible avait été atteinte ici, 427. Depuis, on latéralise. Alors, pour les plus optimistes, ils y verront peut-être, après ces trois gaps, une pause et puis une réactivation haussière possible. Et donc, pourquoi pas un fanion. Ça, c'est le scénario le plus optimiste, encore une fois, pour Tesla. Voilà, ce petit fanion, donc accélération haussière, pause, latéralisation. Alors on a un peu décéléré avant d'aller former le mât, le point haut, mais pourquoi pas. Donc au débordement de 441, les plus optimistes y verront, je trouve que c'est beaucoup, mais un fanion, donc la duplication du mouvement précédent, c'est-à-dire de l'accélération, au moment où l'accélération s'est produite jusqu'au sommet du mât, une réactivation haussière pour aller chercher, pourquoi pas, 556. Encore une fois, on a un ratio put-call qui est un peu optimiste, mais pas dans un extrême. Attention sous 441. Alors, il va falloir voir comment les choses s'ajustent tout au long de la semaine, puisque la publication n'a pas lieu immédiatement, donc on va voir comment les prix s'articulent autour de ces niveaux. On a aussi une petite résistance intermédiaire qui doit se situer par ici à surveiller. Donc tant qu'on est au-delà de 441, c'est plutôt haussier. En dessous, ça latéralise. Le premier niveau d'alerte, c'est la zone 410,04 avec cette oblique baissière, et 402,50. Le
point bas et le pied de ce grand gap qui avait été laissé ouvert le lundi 15 septembre. Donc voilà le terrain de jeu pour Tesla pour cette semaine, avec encore une fois, tant qu'on est au-delà de 427 et encore mieux de 441, un biais plutôt haussier avec les extensions que vous voyez ici et pourquoi pas 556 pour le titre. Autre valeur que je voulais vous montrer cette semaine, c'est Intel. Intel, bien parce que le ratio put-call est quand même le plus optimiste de la semaine, 0,34. Donc Intel que vous avez ici à l'écran. On peut revenir sur le graphique de long terme d'Intel. Intel, c'était un titre qui avait beaucoup baissé, latéralisé entre août 2024 et septembre 2025 entre 18,84 et 26,20. Le fait d'annonce d'investissement de Elon Musk de mémoire sur le titre avait permis au titre de sortir de sa congestion. On avait dupliqué le range par le haut et été chercher une cible idéale à 33,54. Le momentum avait poussé le titre jusqu'à sa résistance suivante à 38,31. Donc on est installé dans le range 33,54, 41,08. On bute contre la résistance majeure, mais qui est dans le range à 38,31. Et on a un petit peu de volatilité depuis. Si on zoome en journalier, on voit qu'on bute dans cette zone 35,90, 38, 31 avec un avalement baissier depuis des rejets systématiques contre ce niveau de prix. Donc peut-être un peu de prudence à avoir contre un titre qui a été globalement qui sous-performait, qui a payé grâce à du news flow, donc une recovery possible, mais qui a déjà peut-être été bien payé, donc des petits risques. Donc sous 35,90, retour à 33,54. En dessous, c'est bien moins bon, puisque c'est retour à 30, voire à 26,20. Ça, c'est peut-être un cas extrême. Si on déborde 38,31, on poursuit à la hausse, on va chercher la cible idéale du range actuel, 48,08. Pourquoi pas des extensions à 43,85, mais encore une fois, prudence avec ce ratio put-call, c'est pour ça que je voulais vous montrer le titre, même si on n'a pas énormément d'informations graphiques. En termes d'informations, eh bien, Paul a détecté cette semaine un volume inhabituel sur le FXI, c'est le iShares, je vais dézoomer en mensuel, iShares China Large Cap, un ETF le plus large ETF, l'ETF le plus large traité donc à Wall Street. On a configuration intéressante. Je voulais chercher le titre, mais j'ai dû le mettre en hebdomadaire uniquement. Voilà. Donc vous le voyez bien à l'écran. iShares China Large Cap, le code FXI, voilà le graphique hebdomadaire. Alors, le graphique hebdomadaire nous dit qu'on a fait un consolidé la semaine du 6 octobre, que depuis on s'est repris un petit peu la semaine du 13 octobre, mais c'est un niveau clé sur lequel on s'est arrêté. Alors on va zoomer, dézoomer en mensuel et regardez, en fait, l'intérêt du graphique, je vous commenterai ensuite l'état des positions ouvertes sur les options, de la grosse stratégie, le bull call spread qui a été ouvert sur les options. On a une énorme structure de retournement très très importante qui s'est mise en place sur cet ETF, à mon sens, avec déjà une première zone de congestion qui a été débordée et dont la cible idéale a été ralliée, mais on a aussi peut-être une structure de retournement de long terme qui se met en place avec toute la taille de cette structure. Donc les cibles idéales donneraient des extensions, des 57,42 comme résistance, donc un gros mouvement haussier. Reste que pour l'instant, regardez, on a débordé ce support à 38,19, la ligne de coup qu'on pourrait tracer ici, et deux fois on est venu s'appuyer donc sous une forme de throwback pour aller valider la figure sur ces niveaux-là pour pourquoi pas repartir à la hausse. Alors première grosse résistance, c'est 45,38 et les extensions que je vous ai montrées en dupliquant cette très large figure que vous voyez ici, donc du point bas ici jusqu'à la ligne de coup là. Si on la duplique à la sortie, on obtient 57,42. Donc pourquoi pas ce niveau-là, et pour l'instant un mouvement qui est validé, accélération haussière significative et un throwback. Donc tant qu'on est au-delà de 38,19 et cette oblique légèrement plus basse, 37,96, on a un mouvement haussier potentiel avec comme première cible 45,38. Or, un opérateur a décidé de monter ce gros bull call spread, donc un achat de 102 000 calls d'échéance novembre de prix d'exercice 41, qu'il a financé en partie avec une vente de 102 000 calls d'échéance novembre et de prix d'exercice 45. Intéressant de se dire que donc l'opérateur s'attend à ce que l'ETF termine au moins entre les bornes et plutôt le plus près possible de sa vente de call. Donc un mouvement haussier important manifestement et sur l'échéance de novembre, donc un mouvement assez rapide pour cette stratégie. Ça colle tout à fait avec ce scénario de sortie, de throwback et de réaccélération haussière. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a permis de rebondir à l'ETF. Donc peut-être des points d'entrée intéressants sur l'ETF China. Encore une fois, il se passe des choses en Chine depuis quelques semaines maintenant. On l'avait évoqué avec Baidu notamment. Donc à surveiller. Parmi les volumes inhabituels, je voulais vous montrer
montrer cette ETF, on en a, pas cette ETF, cette société Cores Scientific. Pourquoi je vous la montre? Parce qu'on avait évoqué ensemble sur Core Scientific au mois de août ou septembre, ou début septembre, je crois que c'était en août, un bull call spread aussi qui avait était monté entre 15 et 20 dollars. Et regardez, comme il est intéressant de voir que eh bien, ce 88 000 bull call spread avait été un indicateur intéressant. L'opérateur, alors qu'on évoluait sous les 15, avait fait ce pari, hein, c'était voilà, en août, que le titre Core Scientific eh bien, allait terminer entre ces deux bornes, entre 15 et 20. Et regardez le mouvement qui a eu lieu, donc qui s'est arrêté au 29 septembre. Donc, eh bien, c'est bien arrêté entre ces deux bornes-là. Alors, je vais dézoomer en mensuel, ce sera plus... non, ce sera moins lisible parce qu'il n'y a plus les bornes. Donc, l'échéance du mois de septembre s'est tenue ici, donc on était bien au-delà du prix d'exercice de 15 et en deçà du prix d'exercice de 20, donc l'opérateur qui avait fait ce gros bull call spread avait gagné. Intéressant de voir encore une fois qu'il a la position sur option et un volume inhabituel sur les options, indiquait une grosse stratégie. C'est pas toujours le sens du marché, mais ça veut dire qu'un opérateur a pris un risque significatif dans ce sens-là. Ça peut être un indicateur de la tendance de fond et d'action de grosses mains du marché. Donc voilà, pour vous le montrer, et que, encore une fois, les intérêts sur les options donnent des éléments particulièrement intéressants et qu'on arrive à avoir des résultats significatifs. Alors, on va s'intéresser, pour terminer, au cas d'école de cette semaine. Je voulais quand même vous montrer, avant ça, faire un petit bilan de nos stratégies avec 86,2% de réussite sur un total de 32 stratégies. 29 ont été clôturées et 4 perdantes maintenant, puisque NEM, Newmont, a clôturé, le Bear Call Spread a clôturé perdant, malheureusement, alors que le titre a baissé de 7% après l'échéance. Donc voilà, c'est comme ça. Parfois, ça ne fonctionne pas, évidemment, et celui-ci est perdant. On a toujours le bull put spread qui était sorti gagnant sur United Health, et puis toujours en cours 2 bull put spread, un sur Costco, l'autre sur Microsoft. Et puis cette semaine, on va s'intéresser à IWM, c'est la iShares Russell 2000, et on va aller regarder tout de suite notre ETF sur le Russell 2000 que vous avez à l'écran ici avec un Iron Condor. Un Iron Condor, je vous rappelle que c'est une stratégie pour laquelle on envisage que le marché stagne entre les bornes de l'option qu'on a, des deux options qu'on a vendues. Alors on va vendre un call généralement hors de la monnaie, un put hors aussi, et on va protéger cette stratégie avec un achat de call plus haut que la vente de call et un achat de put plus bas que la vente de put. Ça permet de considérer que eh bien, sur l'actif sur lequel on le fait, en l'occurrence le iShares Russell 2000, graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux, avec le code IWM, et bien qu'on va terminer entre ces bornes-là. Encore une fois, vous connaissez le principe. Si on reste entre les bornes, eh bien, on gagne le maximum de la stratégie pour laquelle on a encaissé de la prime par définition, hein, puisque je vends un call et un put plus proches que les achats qui sont à l'extérieur. Et donc, tant qu'on est entre ces bornes, eh bien, je gagne le plus possible. Évidemment, plus je vais resserrer mes bornes, plus je vais gagner de primes, mais plus je vais prendre de risques, plus je vais rapprocher mes protections, eh bien, plus je vais être protégé, mais moins je vais gagner de primes, plus je vais éloigner mes protections, plus je vais prendre de risques, et plus je vais gagner de primes. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Alors comme cette stratégie est un petit peu plus complexe avec 4 pattes, comme on le dit sur les options, eh bien je vais vous montrer le profil risque-rendement du titre, voilà, sur le Russell 2000. Alors j'avais avancé un peu, voilà, parmi les différentes stratégies que je voulais vous montrer, l'Iron Condor est disponible ici. Alors vous savez hein, que sur la plateforme V13 de ProRealTime qui arrive bientôt, vous allez pouvoir modéliser toutes vos stratégies. Elles sont disponibles d'ailleurs en amont. J'avais déjà cliqué dessus en fait. J'aurais pu vous la montrer, mais il y a tout un tas de stratégies qui sont déjà disponibles. Et voilà ce que nous propose la plateforme par défaut, une stratégie, un Iron Condor qui est déjà mis en place. Là en l'occurrence sur une échéance du mois de décembre.
Voilà le profil risque-rendement de l'Iron Condor, en l'occurrence, vente d'un call 250, vente d'un put 245, et puis on se protège avec l'achat d'un put 240 et l'achat d'un call 255. Ce que je vous montre ici n'est pas un conseil, c'est la stratégie proposée par défaut par la plateforme Pro Real Time Pro Option Trader V13. Encore une fois, tout ça répond à un money management et un ratio risque-rendement qui sont propres à chacun. J'insiste sur cet élément-là. On ne peut pas donner le détail des stratégies qu'on met en place avec l'atelier des options pour des questions légales. On n'a pas le droit, ce serait du conseil et on n'a pas, c'est pas le cadre de notre formation, d'une part, donc on n'a pas le droit de le faire. Et par ailleurs, c'est des setups et des mises en place qui sont des setups qui sont mis en place par Paul depuis des années, qui sont enregistrés, backtestés et pour lesquels évidemment qu'on réserve évidemment à nos abonnés qui sont dans le cadre d'une stratégie globale. Il faut pour ça avoir une allocation globale et faire une seule stratégie individuellement fait courir un risque. Bien sûr, il faut que pour que les choses soient équilibrées, qu'il y ait un ensemble de stratégies qui soient mises en place et un setup global. Encore une fois, je rappelle que ces stratégies sont backtestées par Paul. Il les vérifie par le passé et vérifie leur taux de réussite par le passé. Elles sont toujours généralement à 99% bloquées par des protections, ce qui fait qu'on connaît le risque au moment où on ouvre la position. Donc, encore une fois, c'est une question statistique de taux de réussite et de protection, de limiter son ratio risque-rendement en permanence pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer à voir nos vidéos, liker, partager ce contenu, nous faire part de vos commentaires. Et puis, si vous avez des questions que vous voulez nous adresser directement et de façon privée, vous allez sur le site de l'Atelier des Options. Vous pouvez nous écrire immédiatement, vous avez nos coordonnées et avoir plus d'éléments sur cette formation aussi, bien sûr. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, encore une fois, pas un conseil ici, mais un élément pédagogique. Voilà le profil risque-rendement. Donc, tant que je suis entre les bornes de mes options vendues, donc entre le put 245 et le call 250, je gagne le maximum de ma stratégie. Alors, en l'occurrence, ce serait un gain de 420. Tant si le sous-jacent commence à baisser, eh bien je commence à perdre, mais vous voyez que j'ai 1,76% de marge d'un côté avant de commencer à perdre. Et puis si le sous-jacent baisse trop, eh bien je perds jusqu'à 2,11%. C'est ma perte maximale, donc mon point mort à la baisse, c'est 240, mon point mort à la hausse, c'est 254, et la perte complémentaire est limitée ici. Alors bien sûr, je peux changer mes bornes et décider de prendre plus de risques, et donc de prendre un put d'exercice plus bas. Dans ce cas-là, vous voyez, ça déforme ma stratégie, j'ai beaucoup plus de risques à la baisse, mais évidemment, j'encaisse plus de primes. Voilà les éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine, pas mal de choses à regarder, encore une fois, des éléments d'indécision sur les grands indices pour l'instant, j'aime bien avoir un scénario plus tranché, mais c'est difficile de le faire, on peut dire qu'on a préservé nos niveaux d'alerte pour l'instant, il y a peut-être un peu du mieux. Vous pouvez nous retrouver sur les différents canaux que vous connaissez. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.